Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je viens au Club Math, fait que ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous parler. Donc, je suis un étudiant au doctorat ici avec Christiane Rousseau. Puis, dans ma recherche, je travaille surtout sur la dynamique complexe, donc l'itération de fonctions holomorphes, mais localement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de polynômes, puis comment on obtient des structures un peu plus compliquées qu'on a l'habitude de voir avec des polynômes, comme des fractales. OK. Donc, un peu pour motiver pourquoi on parle de tout ça, je vais juste faire un petit rappel sur la méthode de Newton. Donc, si vous vous rappelez, la méthode de Newton, elle sert à trouver les zéros d'un polynôme. Puis, la façon qu'on procède, c'est qu'on définit la fonction f comme étant x moins le polynôme sur sa dérivée. Puis, on transforme à ce moment-là le problème de trouver des zéros en un problème de trouver des points fixes. Puis, les points fixes, c'est un peu plus facile à trouver dans certaines conditions. Ensuite, le reste de la méthode, la manière qu'elle fonctionne, c'est qu'on choisit un point initial, on applique la fonction à répétition, donc on itère. Puis, si la suite converge, bien, on sait qu'on a trouvé un zéro du polynôme. Donc, la question que ça soulève, c'est pour quelle condition initiale trouve-t-on un point fixe de f? Puis, l'autre question, c'est peut-on trouver tous les zéros du polynôme avec la méthode? OK, donc une chose qu'on peut remarquer, c'est que si on n'a pas de raison de rester dans les réels, bien, c'est beaucoup plus facile de travailler dans les complexes parce que là, la question d'existence des zéros, elle est résolue. Donc, on sait que tous les zéros vont être là quelque part. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que x, c'est un nombre complexe plutôt qu'un nombre réel. Puis la méthode, elle ne change pas, elle reste exactement la même. Puis là, la raison pourquoi la méthode fonctionne, en fait, c'est que l'ensemble des zéros des polynômes, quand on applique l'algorithme de la méthode de Newton, ce que ça fait, c'est que ça transforme les zéros en points fixes qui sont attractifs. Donc, la réponse de la première question, c'est oui, on va tous les trouver parce que tous les zéros vont avoir un certain bassin d'attraction. Mais là, la question maintenant devient plutôt, est-ce qu'on peut décrire les bassins d'attraction, donc trouver pour quel point initial va converger vers quel zéro? OK. Donc, on va commencer avec un petit exemple. Donc, si on prend le polynôme z carré moins 1, on obtient la fonction f qui va être z moins z carré moins 1 sur 2z. Donc, bon, on connaît déjà les zéros de ce polynôme-là, c'est 1 et moins 1. Puis, je ne sais pas si on verrait mieux. OK, donc, bon, la qualité n'est pas super bonne sur un beamer, mais ici, on a 1, puis ici, on a moins 1. Toute la partie rouge, c'est les points c'est les points initiaux qui vont converger vers 1, vers moins 1 plutôt. Toute la partie verte, c'est les points initiaux qui vont converger vers 1. Puis la ligne à la frontière ici, c'est celle qui diverge. Donc, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités ici, selon quelle condition initiale on choisit. OK. Donc, toute cette histoire-là, en fait, c'est des problèmes de système dynamique. Donc, quand on parle d'itérer des fonctions, ça nous donne un système dynamique. Donc, les systèmes dynamiques, vous êtes peut-être un peu plus habitués de les voir sous forme continue, qui serait liée, par exemple, à une équation différentielle comme une EDO. Mais il y a des systèmes dynamiques qui sont discrets. Puis, on peut les définir de différentes façons, mais là, disons ici, on va dire que c'est un couple C, puis une famille de fonctions qui est indicée par le temps. Donc, le temps ici, c'est les entiers positifs. Donc, ça veut dire que le temps est positif. Donc, on peut seulement avancer dans notre système. On peut connaître l'avenir, mais on ne peut pas reculer. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'est le passé du système. Donc, le couple ici forme ce qu'on appelle un système dynamique discret. Puis, comme ici, on parle d'une fonction rationnelle ou un polynôme, en fait, on va même pouvoir dire que c'est un système dynamique complexe discret.
Donc, un peu de terminologie. Donc, l'ensemble des aires des itérées, disons, du point X, on va l'appeler une orbite, ou l'orbite de X. Un point va être un point fixe si, bon, en appliquant la fonction, ça redonne le même point. Donc ça, je pense que ça va. On dit qu'il est périodique si on revient éventuellement sur soi-même. Puis là, il y a une petite subtilité. On dit qu'il est pré-périodique s'il est éventuellement périodique. Puis, donc, la nuance ici. J'avais un exemple en tête, je pense que c'est z carré moins 1. Donc, P de moins 1, c'est ça. Donc, P de 0 donne moins 1. P de moins 1, ici, ça donne 0. Puis P de 1, ça donne 0. Donc, ici, 0 moins 1, c'est une orbite périodique, mais 1 est pré-périodique parce qu'on va sur 0, ensuite on va sur moins 1, sur 0, puis on retourne jamais à 1. OK, donc maintenant, on peut poser la question un peu plus générale qu'au début. Peut-on décrire l'organisation des orbites, c'est-à-dire la dynamique de notre système? OK, donc on ne s'intéresse plus maintenant juste au bassin d'attraction. On veut vraiment savoir dans les régions où est-ce que les suites divergent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les bassins d'attraction ils sont connexes ou bien c'est des composantes un peu séparées? Donc, on va faire un exemple qui est un peu plus facile d'abord. Donc, le polynôme P de z égale à z carré, on veut décrire sa dynamique. Donc là, on ne s'intéresse pas à la méthode de Newton. Maintenant, c'est vraiment juste la dynamique du polynôme. Donc dans la petite boîte ici, j'ai mis des petits rappels ou des choses à savoir pour l'analyse complexe, ou sur plutôt juste les nombres complexes. Donc, z, on peut l'écrire comme x plus y, avec x sa partie réelle, y sa partie imaginaire. Donc, ça, c'est les coordonnées cartésiennes de z, mais en coordonnées polaires, on va l'écrire comme r à la i-θ. Puis, r, c'est la distance à l'origine, donc ça nous dit sur quel cercle on se trouve. Puis, θ, c'est l'angle qu'on forme avec l'axe des x, donc de cette façon-là, ça nous donne vraiment les coordonnées polaires, comme dans R2, c'est juste qu'on a avec la formule d'Euler. On a la forme vraiment compacte R à la i-θ. Donc, si on prend un point initial Z0, donc on peut l'itérer. Donc, Zn plus 1 est défini comme étant P de Zn qui donne Zn au carré. Donc, qui donne, si on déballe tout ça, qui donne Z0, 2 à la n, peut-être n plus 1, je l'écris un peu rapidement. Ça ne changera pas la convergence. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que si la norme est plus petite que 1, donc dans le plan complexe, on a un cercle, norme de z égale à 1. L'intérieur, ici, c'est norme de z est plus petit que 1. Donc, si ça, c'est le cas, donc ce qu'on voit, c'est que la suite, donc l'orbite Zn, elle va donner la norme de z à la 2 à la n. Puis si on laisse n tendre vers l'infini, ça tend vers 0. Donc ce que ça veut dire, c'est que tous les points à l'intérieur du disque sont attirés, leur orbite, vers 0. Donc si on itère suffisamment, on va être infiniment proche de 0. Mais si on est à l'extérieur du disque, c'est un peu le contraire qui se passe. Donc là, à ce moment-là, Zn va tendre vers l'infini. Okay. Donc là, il reste le cas z égale à la norme égale à 1. Okay, donc là, je vous ai fait un... Bon, le choix de couleur n'est pas idéal, mais je vous ai fait un petit dessin. Ici, donc, les points, donc cette couleur-là, c'est que ça tend vers 0, cette couleur-là, ça tend vers l'infini. Puis à la frontière, on veut savoir qu'est-ce qui se passe.
Donc, si on est à la frontière, ça veut dire que z est exactement la forme e à la iθ. Donc, il n'y a plus de r parce que r est égal à 1. Donc, quand on applique z à e à la iθ, ça nous donne e à la 2 iθ. Si on applique encore, ça va donner e à la 4 iθ. Donc, on continue comme ça. Puis, on va avoir e à la 2 à la n iθ. Donc, ça dépend vraiment de θ pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Si θ est égal à 0, donc on a 1, ça va être un point fixe. Si θ, c'est 2πl sur 2m moins 1, ça va être une orbite périodique. Mais là, ça marche pour tous les m, puis pour tous les l plus petits que m. Ça veut dire que les orbites périodiques sont denses dans le cercle. OK? Bon, là, il faut faire un petit calcul, mais on peut voir assez simplement que les orbites périodiques, non seulement on a des orbites périodiques denses, mais elles sont toutes répulsives. Ça veut dire ça que les autres orbites ont tendance à s'éloigner. Donc, dans le cercle ici, on a plein d'orbites périodiques partout. Puis si on n'est pas une orbite périodique, ben on se fait un peu comme repousser par tout le monde à chaque fois qu'on itère. Fait cette espèce de situation-là où est-ce qu'on est dans un espace fini, donc qui est compact, puis que partout autour de nous, on se fait repousser, c'est ce qui cause un peu le caractère compliqué de la dynamique dans le cercle. Puis, en fait, ça mène même à avoir un comportement chaotique dans le cercle. Donc, si l'angle est irrationnel, l'orbite, en fait, elle va être dense, puis, mais elle ne sera jamais périodique. Okay. OK. Bon, là, Julien a vraiment insisté pour que je parle des polynômes orthogonaux. Je vais faire un petit exemple avec les polynômes de Chebyshev. Donc, juste rapidement, les polynômes de Chebyshev sont définis récursivement comme ça. Donc, T0, c'est 1, T1, c'est Z. Le n plus unième polynôme de Chebyshev est donné par la relation de récurrence qui est là. Fait que là, les 6 premiers ressemblent à ça. Donc, ça, c'est pas vraiment important. En fait, ce qui est important, c'est que les polynômes de Chebyshev, ils satisfont la relation ici. Donc, cette relation-là, c'est vraiment une relation idéale pour essayer de comprendre la dynamique parce que c'est facile. On a une forme vraiment simple ici pour la nème itérée. Donc, c'est juste un cosinus. Donc, si on prend ici la fonction, donc la fonction qui est là, z plus 1 sur z sur 2, ça s'appelle la fonction de Joukowski. Cette fonction-là, elle est un peu spéciale parce qu'elle envoie des ellipses. Non, elle envoie des cercles sur des ellipses. Un des deux. Donc, ça, son inverse envoie les ellipses sur les cercles ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Je crois qu'elle envoie des cercles sur les ellipses. Mais en fait, ce que cette fonction-là, elle fait, c'est qu'elle conjugue t sur quelque chose de plus simple qui est z à la k. OK, donc, si on regarde à e à la iθ, ce qu'on a, c'est e à la iθ plus 1 sur e à la iθ sur 2. Donc ça nous fait e à la iθ plus e à la moins iθ sur 2. Puis là, probablement que la plupart des gens d'entre vous avez vu déjà cette forme-là. Ça nous donne exactement cos de θ. Okay. Ensuite, en utilisant la relation qui est là, ce qu'on voit, c'est que je pense que je l'ai écrite à l'envers. Ça aurait dû être t rond phi. Donc, t rond phi, tk rond phi de e à la iθ, ça donne tk de cos θ. Mais tk
de cos θ, c'est cos de cos θ. Donc ça donne cos θ. Donc ça, c'est égal à phi de L I θ à la k. Je l'ai vraiment écrit à l'envers, phi de k I θ. Donc, ce que ça nous dit, c'est que phi inverse tk rond inverse de z, c'est égal à z à la k. Donc, la dynamique du polynôme de Chebyshev, en fait, c'est la même dynamique à peu près que celle de z à la k. Donc, cet exemple-là, en fait, elle illustre une technique en système dynamique pour déterminer des manières de comprendre la dynamique de d'autres systèmes. Donc, si on est capable de trouver des conjugaisons comme ça nous permet de facilement comparer des systèmes, à savoir s'ils sont semblables ou non. OK. Donc, on va aller un peu plus systématiquement maintenant. Donc, le but, ce sera de diviser le plan complexe en deux. Sur un ensemble, la dynamique va être simple, puis sur le reste, ça va être compliqué. Donc, l'ensemble sur lequel ça va être simple, ça s'appelle l'ensemble de Fatou. Puis, pour le définir, je vais faire un parallèle avec le théorème de Bolzano-Weierstrass que vous devriez connaître maintenant de l'analyse 1. Donc, je vais l'énoncer un tout petit peu différemment de l'énoncé classique du cours, mais vous allez voir, ça fait un meilleur parallèle si on dit comme ça. Donc, si on prend x, une partie des réels, telle qu'elle est bornée, alors toutes les suites dans x possèdent une sous-suite convergente. OK? Maintenant, le théorème avec lequel je vais faire un parallèle s'appelle le théorème de Montel. Donc, si on prend f, un ensemble, donc en fait, ici, c'est une famille de fonctions. À la place de supposer qu'elle est bornée, on suppose qu'elle est équibornée. Donc, ça, je vais l'expliquer dans une seconde. Alors, on a à peu près la même conclusion. Alors, toutes les suites de fonctions de f vont posséder une sous-suite convergente. Puis là, bon, ici, c'est qu'on... un peu plus de détails, mais en fait, avec uniformément convergent sur les compacts. Je voulais enlever le ici. Donc, ici, équiborné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut borner la famille, mais de manière à ce que ça ne dépend pas d'aucune des fonctions. Donc, on a comme une espèce de borne uniforme sur toutes les fonctions. Puis ici, le h de d, ça veut dire les fonctions holomorphes sur d, mais pour nous, ça va toujours être une famille de polynômes ou une famille de fonctions rationnelles. Alors, peut-être plus des polynômes, disons. Donc, une famille f qui satisfait à la conclusion ici, on va dire qu'elle est normale. OK? Donc, avec cette définition-là, ça nous permet de définir l'ensemble de Fatou, qui est ici. Mais juste avant d'en parler, je vais essayer de vous donner l'idée pourquoi on a besoin de cet outil-là pour définir l'ensemble de Fatou. Donc, on veut regrouper ensemble les points du plan commun, les orbites qui ont un comportement simple. Donc, les orbites qui ont un comportement simple, c'est les points fixes, les orbites qui convergent vers un point fixe, ou les orbites qui ne convergent pas, mais qui s'approchent de plus en plus d'une orbite périodique. Donc, on ne peut pas vraiment définir l'ensemble de Fatou comme étant les orbites qui convergent vers un point, parce que là, on va manquer beaucoup des orbites importantes. Donc, la manière un peu plus disons, uniforme de le faire, c'est avec les familles normales. Ça a été introduit, je pense, par Montel, puis ça a beaucoup été utilisé ensuite par Fatou, Julia, puis Koenigs, pour étudier les systèmes dynamiques discrets comme ça. Donc, bon, la définition, elle est ici. Donc, un point Z va être dans l'ensemble de Fatou s'il existe un disque de rayon R, tel que quand on restreint notre fonction au disque, ça forme une famille normale. Okay? Donc, comme ça, on couvre tous les cas en même temps. Si le disque qui converge vers un point fixe, ça va marcher. Si le disque s'éparpille autour d'une orbite périodique, mais qui s'approche toujours, ça va aussi marcher. Donc,
ça couvre un peu de manière uniforme tous les cas. Donc, je vous montre un exemple ici. Donc, ça, on appelle ça l'ensemble de Julia rempli. Mais donc, c'est un peu un exemple d'ensemble de Fatou aussi. Donc, la couleur à l'extérieur, ça fait partie de l'ensemble de Fatou. Puis le noir fait aussi partie de l'ensemble de Fatou. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la frontière. Donc, la frontière de la zone noire, elle ne fait pas partie de l'ensemble de Fatou. Puis là, je voulais faire un commentaire sur cette image-là. Donc, sur toutes mes images, l'origine est toujours au milieu de l'image, au milieu du carré. Donc, c'est toujours un carré, disons, moins x à x, puis x à moins x comme ça aussi. Fait que c'est toujours un carré de longueur 2x. Puis, l'origine est toujours au centre. Donc, si vous regardez le polynôme, z carré plus un quart, il y a un point fixe ici. Donc, ici, c'est une demi. Donc, une demi, c'est un point fixe. Puis, on voit qu'il est exactement sur la frontière. Donc, le point fixe en une demi, il fait partie de l'ensemble de Julia, qui n'est pas l'ensemble de Fatou. Mais on voit que la dynamique autour du point fixe, elle a une partie ici, qui est dans la zone noire, qui est dans l'ensemble de Fatou, puis elle a une partie ici dans la zone colorée, qui est dans l'ensemble de Fatou. Puis là, ce point fixe-là, donc il est relié à l'ensemble de Mandelbrot. Donc, vous avez sûrement déjà vu l'ensemble de Mandelbrot. Je vais faire une espèce de petit croquis. Bon. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, il y a un cardioïde principal, puis il y a des genres de disques autour. Le cardioïde a un point de rebroussement ici. Puis le point de rebroussement est à exactement un quart. Donc, ça, ce n'est pas une coïncidence. Donc, le un quart qui est là. Donc, vous savez probablement que l'ensemble de Mandelbrot, ça a rapport avec la famille de polynômes z carré plus c. Donc, là, ici, on a c égale à un quart, puis on est au point de rebroussement qui est ici. Puis le point fixe est aussi à un point de rebroussement d'un genre de cardioïde ici. Donc, en fait, bon, pendant la présentation, je vous parle juste des ensembles de Julia et de Fatou, mais il y a un très fort parallèle avec les ensembles de Mandelbrot de ce genre-là aussi à faire. Juste qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Donc, un autre exemple. Donc, c'est la même chose ici. Donc, la couleur, ça fait partie de l'ensemble de Fatou. Le noir fait partie de l'ensemble de Fatou, mais la frontière, non. Donc, je vais zoomer un peu. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce polynôme-là, puis la raison pourquoi je vous le montre? OK. Je vais vous donner un indice. Ça a rapport avec ce qu'il y a dans l'exposant de l'exponentielle. C'est ça, oui. L'exposant, c'est le nombre d'art. Donc là, le 2 a été cancellé avec le 2pi. Mais l'exposant qui est là, c'est le nombre d'art. Puis, c'est intéressant parce que le nombre d'art, c'est un nombre qui est extrêmement mal approximé par les rationnels. Puis, les nombres mal approximés par les rationnels ont un impact sur les ensembles de Fatou. Donc, en fait, à un moment, on ne savait pas si... Okay, parce que là, le polynôme qui est là, son point fixe est en 0. 0, c'est là. Je vais zoomer encore. 0, c'est ici. Puis, il fait partie de l'ensemble de Fatou. La question que les gens se posaient, c'est quand... Donc, la partie qui est linéaire, donc l'exponentielle, le e à la i pi θ, quand θ est irrationnel, est-ce qu'il fait toujours partie de l'ensemble de Fatou ou est-ce qu'il est toujours à la frontière? Puis la réponse, c'est que ça dépend si le point est bien approximé ou non par les rationnels. Quand il est mal approximé par les rationnels, il est dans l'ensemble de Fatou. Puis à ce moment-là, on va appeler la composante dans laquelle il se trouve un disque de Siegel. Puis le disque, il va être simplement connexe, comme
comme on le voit là. Puis, l'information qu'on a aussi de plus, c'est qu'on peut linéariser le polynôme. Donc, la dynamique à l'intérieur de la composante de Fatou en noir, elle est équivalente à la dynamique qu'on obtient juste par la rotation irrationnelle. Okay. Donc, bon, cette chose-là. Donc, c'est tout ensemble. Il existe une application qui préserve les angles, qui la transporte sur le disque. Puis, quand on applique phi, on a E à la I pi racine de 5 plus 1 Z. Donc, quand on est dans le disque ici, on fait juste les rotations. Quand on est ici, c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est la même chose qui se passe. OK. Ah, OK, je pensais pas que j'avais mis autant de zoom que ça. Mais on peut en profiter pour regarder la frontière, l'espèce de autosimilarité qu'elle possède. OK. Donc, on va revenir à la méthode de Newton. Donc, la question initiale, c'était peut-on décrire l'ensemble des valeurs initiales qui convergeront vers un zéro du polynôme? Donc, la formulation équivalente qu'on a maintenant avec ce qu'on a vu, c'est peut-on décrire l'ensemble de Fatou de la fonction rationnelle donc, qui provient de la méthode de Newton. OK, donc je vous ai déjà montré cet exemple-là, mais l'ensemble de Fatou, c'est le bleu et le vert, mais pas la ligne au milieu. Puis là, en fait, les polynômes de degré 2, ils sont tous pareils. Donc, l'image va être un tout petit peu différente, mais ça va toujours être une zone avec une autre zone séparée par une espèce de droite ou une courbe. Donc, c'est très facile à décrire qu'est-ce qui se passe pour les polynômes de degré 2. Fait que là, avant qu'il y ait des ordinateurs, les mathématiciens essayaient de décrire ce qui se passait pour les polynômes de degré 3, mais ils n'y arrivaient pas. Puis là, la raison, c'est que l'ensemble de Fatou est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est z cube moins 1. Mais il y a quand même des symétries, donc vous voyez que les rotations, ça... ouais, les rotations marchent si on fait abstraction des couleurs. Donc ici, les 3 zéros, c'est les racines de l'unité, donc 1, E à la 2 pi sur 3, puis E à la 4 pi sur 3. Puis les ondes bleues, donc toutes les ondes bleues vont converger vers ce point-là à un moment donné. Toutes les ondes jaunes vont finir par converger ici, puis toutes les ondes rouges, fuchsia, vont converger ici. Puis là, les couleurs, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est un peu comme combien d'itérations ça prend pour converger. Donc, quand c'est très foncé, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup pris d'itérations. Donc, quand tu es sur le point fixe, tu as convergé pas mal immédiatement. Donc, c'est plus noir. Donc, ici, on a z cube plus z moins 2. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Ça ici, c'est 0. Si on a le malheur d'être sur 0, en fait, on est envoyé à l'infini. Donc, ici, 0 ne fait pas partie d'aucune des 3 couleurs. Puis, les points qu'on voit comme ça ici, c'est un peu comme les pré-images de 0. Donc, on voit que comme les points qui sont problématiques, souvent, ils nous apportent beaucoup d'informations sur la structure de l'objet. Okay. Donc, c'est ça. Ici, on a z cube plus z moins 2. Donc, on a un 0 ici, ici, puis ici. Ces points-là ne sont pas des zéros, c'est juste qu'ils convergent vraiment très rapidement vers ce zéro-là. Puis là, on voit qu'il y a encore une espèce de symétrie de réflexion du haut sur le bas, si on fait abstraction des couleurs encore. Donc, ça, c'est un polynôme qui a 3 racines réelles. Okay, donc, bon, là, on ne voit pas très bien les couleurs sur le projecteur. Là, sur mon ordi, c'est un peu mieux, mais ici, c'est un 0, donc ça doit être moins 1. Ici, c'est plus 1, puis là, on a 0. Quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que l'ensemble de
de Fatou a une infinité de composantes connexes. Okay? Chaque petite boucle comme ça, c'est une composante connexe, donc il y en a un peu partout. Ça, c'est une composante, ça, c'est une composante, ça, c'en est une autre. En fait, le nombre de composantes connexes, c'est soit 0, 1, 2 ou infini. Peut-être qu'il y a 3, mais je ne me rappelle plus. OK. Donc, les images que je vous ai montrées, c'est tout moi qui les a produites. C'est pour ça que je n'ai pas mis de référence nulle part. Donc là, ce que j'aimerais, en fait, le but un peu de la présentation, c'est de vous montrer aussi comment faire, parce que c'est vraiment très simple. Donc, je vais vous montrer un algorithme pour générer l'ensemble de Julia rempli. OK. Donc, là, j'ai mis un extrait du livre parce que ça m'a quand même amusé. Donc, le livre s'appelle The Beauty of Fractals. Puis, c'est un livre des années 80. Donc, ça, c'est un peu l'époque où est-ce que les informaticiens étaient aussi des mathématiciens. Puis, donc, le livre, il commence par « Assume the monitor has a graphical resolution of A times B points. Let there be K plus 1 colors that can be displayed simultaneously, numbered 0 through K. Color 0 is black. » C'était le pseudocode dans le livre, puis maintenant, on ne voit plus vraiment des... Non, c'est mathématique comme ça. Donc, le reste du pseudocode est normal. Donc, x min, y min, x max, y max, c'est les côtés de la boîte qu'on va regarder. M égale à 100, c'est une espèce de borne supérieure pour dire que notre itération est grosse. Donc là, bon, dans le temps, 100, c'était gros, mais peut-être que maintenant, on peut mettre un petit peu plus gros. Delta x, delta y, c'est les incréments. Donc, c'est un peu comme la grosseur de nos pixels ou la résolution. Ensuite, donc, on fait deux boucles. Une boucle pour nx, une boucle pour ny, qui va traverser tous les pixels en ligne et en colonne. Donc, on prend un point de départ x0, y0. Et j'aurais peut-être dû l'écrire, mais ici, parce que là, je parle de x, puis ensuite, je parle de z. Donc, z0, c'est sous-entendu que c'est x0 plus y0. Donc, on a zk, donc on a z0 ici. Zk plus 1 qui est défini comme étant l'itéré de zk. Ensuite, on incrémente k. On calcule la distance de l'origine pour savoir si le point est rendu loin ou non. Si le point est loin de l'origine, à l'étape k, bien, on choisit la couleur k, puis on passe à la prochaine étape. Si, après k itérations, on est encore proche de l'origine, on passe aussi à l'étape K, mais cette fois, on choisit la couleur noire. Si ni un ni l'autre est atteint, bien, on retourne ici pour faire une autre itération. Donc, si on est arrivé à l'étape 4, on va colorier le pixel avec la bonne couleur. Puis, on fait ça sur tous les pixels, puis c'est juste ça l'algorithme. Donc, ça donne un peu des choses comme ça. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai fait avec cet algorithme-là. Donc, ça, c'est le polynôme z carré moins 1. Donc, 0 est ici. Ouais, donc, c'est l'exemple que je vous ai donné tantôt. Donc, la composante connexe qui est ici, elle est envoyée sur cette composante connexe-là 2 fois. Celle-là est envoyée sur elle une fois. Puis, celle-là est envoyée sur elle, puis ensuite sur elle. OK? Donc, c'est des petites choses intéressantes sur l'ensemble de Julia. Donc, j'ai aussi des zooms de l'image, où est-ce qu'on peut voir un peu mieux la frontière, puis on peut voir donc que ça refait un peu la même chose. Donc, petite parenthèse sur les images. Mon code était initialement écrit avec un vieux langage de programmation qui s'appelle MetaPost. Puis là, ça prenait une éternité à compiler. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à comme 15 minutes. Puis là, finalement, je l'ai écrit en C, puis ça prend une demi-seconde. Donc, bon, c'est sûr, ça dépend qu'est-ce qu'on fait, mais faire ça en C, ça va vraiment très, très bien. Ici, c'est un autre exemple que j'ai fait. Bon, là, c'est ici que j'ai regretté mon choix de couleur. C'est un ensemble de Julia qui est totalement discontinu. Donc, chaque point de l'ensemble de Julia est sa propre composante connexe. Puis, on ne peut pas vraiment les voir parce que c'est des points, c'est un nuage de points, donc l'ordinateur ne peut pas les détecter, mais ça donne un peu, bon,
forme-là un peu bizarre. OK, donc c'est ça. Pourquoi est-ce que l'algorithme fonctionne? Donc pour ça, on va essayer de comprendre un peu mieux comment l'ensemble de Julia est fait. Donc, juste un rappel d'abord, l'ensemble de Fatou, c'était les points où est-ce que la suite des fonctions rationnelles ou des fonctions polynomiales était normale. Donc, ça veut dire que chaque suite possède une sous-suite convergente. Donc, ça va toujours être un point fixe ou une orbite périodique. Maintenant, l'ensemble de Julia, ça va être le complément. Donc, je vous ai dit au début, on va décomposer le plan complexe en deux parties, donc une qu'on comprend puis une qu'on ne comprend pas. Donc, l'ensemble de Julia, c'est le complément de l'ensemble qu'on comprend. Donc, maintenant, c'est ça. Pourquoi l'algorithme fonctionne? Donc, même si on ne comprend pas vraiment la dynamique de l'ensemble de Julia, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas les ensembles de Julia. Surtout pour les polynômes, on a quelques résultats qui sont vraiment forts puis assez intéressants. Donc, pour un polynôme, l'infini, c'est toujours un point fixe. Okay? Donc, bon, là, il faut utiliser la sphère de Riemann, mais dans un certain sens, l'infini est un point fixe. Donc, si on évalue le polynôme en infini, ça donne l'infini. Puis, non seulement c'est un point fixe, mais c'est toujours un point fixe attractif. Puis, pour s'en convaincre, pensez un peu à z à la n. Okay? Donc, z à la n, donc, pour z à la n, tous les points qui sont à l'extérieur du disque de rayon 1, ils s'en allent à l'infini parce que si la norme est plus grande que 1, mais quelque chose de plus grand que 1 à la n, ben, ça tend vers l'infini. Mais c'est la même chose, peu importe le polynôme qu'on prend, parce que si on est assez loin de l'origine, le terme dominant, c'est z à la n. Donc, le reste ne change pas vraiment rien. Donc, éventuellement, donc peut-être pour un autre polynôme, le disque va être plus grand, mais éventuellement, tout ce qui est à l'extérieur d'un certain disque va tendre vers l'infini. Donc c'est ça. F infini, donc c'est la composante connexe du bassin d'attraction de l'infini. Donc, si on prend sa fermeture, donc on ajoute sa frontière, ça va donner un ensemble qui est invariant. Donc, ça veut dire que si on évalue P, ça va redonner le même ensemble. Si on prend l'inverse, ça va aussi redonner le même ensemble. Puis une conséquence de ça, c'est que nécessairement, dans ce cas-là, l'ensemble de Julia doit être la frontière de cette composante connexe-là. Okay. Donc, OK, la conclusion de ça, c'est que l'ensemble de Julia est borné, donc ça se trouve à l'intérieur d'un certain disque. Souvent qui n'est pas si grand que ça, le disque. C'est pas. OK, je pensais que j'avais d'autres choses à dire sur ça. OK, donc okay, pourquoi l'algorithme fonctionne? C'est que si, donc vous vous rappelez à une des étapes, on disait, si notre rayon est plus grand que 100, ben, ça veut dire qu'on arrête puis on met une couleur. Mais cette étape-là, ce qu'elle nous dit, c'est que si notre orbite elle devient grande, ben, ça veut dire qu'on est dans l'ensemble F infini. Si notre orbite elle devient petite, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'ensemble F infini. Ça veut dire qu'on est dans l'intérieur de l'ensemble de Julia. Donc, c'est pour ça que l'algorithme fonctionne. Donc, on a juste à vérifier est-ce que le point s'en va à l'infini ou non. Puis souvent, ben, 100, c'est suffisant parce que l'ensemble de Julia est souvent dans un disque beaucoup plus petit que 100. Ben, vous remarquez par contre que pour une fonction rationnelle, ça ne marche pas. Je vous ai montré des ensembles de Fatou pour des fonctions rationnelles, puis ça s'en va à l'infini. Donc là, cette méthode-là ne marche pas. Il faut faire quelque chose d'autre. Donc ici, on a l'ensemble de Julia rempli de z plus z à la 3. Donc l'origine est ici. Puis le même commentaire que tout à l'heure, presque le même commentaire que tout à l'heure s'applique. Donc ça, c'est un point fixe, mais c'est un point fixe spécial, on l'appelle parabolique. Donc il y a une partie de l'ensemble de Fatou qui touche, une autre partie de l'ensemble de Fatou qui touche, mais il ne fait pas partie de l'ensemble de Fatou.
Donc, on zoome un peu. Puis là, bon. OK, donc je vais terminer sur quelques propriétés de l'ensemble de Julia. Donc, l'ensemble de Julia est quand même vraiment intéressant. Donc, c'est souvent une très petite partie du plan complexe, mais c'est souvent la partie qui est intéressante. Puis, on sait que l'ensemble de Julia contient énormément de chaos. Fait que, un peu pour comprendre pourquoi il y a du chaos, donc j'ai une espèce de longue explication ici. Donc, d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ensemble de Julia est invariant sous la fonction rationnelle. C'est-à-dire que si, peut-être que je devrais juste l'écrire. On a invariant, ça veut dire que R de J, ça redonne J, puis R inverse de J, ça redonne J. Donc, ça veut dire que si on prend une orbite, un point de départ dans J, l'orbite reste dans J. Elle ne peut pas s'échapper nulle part d'autre. Ensuite, l'ensemble de J est compact. Donc, pour un polynôme, au moins, bon, OK. Pour un polynôme, il est contenu dans une boule, puis c'est un ensemble fermé. Pour une fonction rationnelle, il est compact sur la sphère de Riemann. Puis, non seulement il est compact, c'est un ensemble parfait. Donc, c'est l'ensemble des points d'accumulation des orbites périodiques. Donc, les implications de cette ligne-là ici sont quand même grandes, parce que toutes les fonctions polynomiales ou rationnelles, elles ont une infinité d'orbites périodiques. Parce que si vous regardez à P, un orbite périodique, donc une orbite périodique, c'est les solutions de P n de z égale à z. Mais ça, c'est un polynôme. Ça, c'est un polynôme, donc c'est sûr qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions à ces équations-là. Donc, il y a énormément d'orbites périodiques. Mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'au plus, 2D moins 2 d'entre elles sont non répulsives. C'est-à-dire que toutes les autres orbites périodiques sont répulsives et elles sont toutes dans l'ensemble de Julia. Donc, ce que je vous ai montré au début avec le cercle, ce n'est pas un cas isolé, c'est toujours ce qui se passe dans l'ensemble de Julia. OK, donc ça, c'est pas mal la fin. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse pour les gens qui connaissent un peu la théorie ergodique. Donc, à l'aide de la théorie du potentiel, on peut montrer des choses assez intéressantes sur l'ensemble de Julia, dont le fait que c'est un ensemble qui est ergodique. C'est tout ce que je veux dire. Donc, je vais m'arrêter sur cette image-là. Merci.